Dans cette vidéo, on va voir comment bien choisir les composants électriques pour son van et comment les installer. Après la première vidéo où je t'ai expliqué la démarche pour bien dimensionner le système électrique de ton van, en fonction de ton programme et de tes besoins spécifiques, je vais aujourd'hui te permettre de t'y retrouver dans la jungle du matériel dans le commerce. Alors accroche-toi bien parce que ça va être assez dense comme contenu. Sur la dernière vidéo, on a vu comment définir ses besoins matériels génériques en termes de production et de stockage. Le tout basé sur ma propre installation bien sûr, je ne peux pas savoir à l'avance ce que chacun va faire dans son fourgon. Du coup on va repartir de là, à savoir 600 ampères de batterie lithium, 750 watts de panneau solaire inclinable avec le chargeur, 60 ampères de charge depuis l'alternateur et un convertisseur avec une fonction de charge pour fournir le 230 volts. Et là, il va falloir reprendre un papier et un crayon ou un outil de dessin informatique et commencer à faire un schéma de notre installation électrique. Ça va permettre deux choses. Tout d'abord, de lister les matériels complémentaires de l'installation et ensuite de déterminer la longueur des câbles nécessaires et leur section. Si tu ne passes pas par cette étape, tu risques de te retrouver coincé en plein milieu de ton installation parce qu'il te manque un truc. Ou, encore pire, de faire une grosse bêtise dans ton installation qui va te pourrir la vie pour des semaines, des mois, voire des années. Comment se présente ce schéma? Tout d'abord, on va mettre les producteurs en haut et les consommateurs en bas. Et on va diviser la partie consommateur en deux, d'un côté le 12 volts et de l'autre côté le 230 volts. Et entre les deux, on va mettre le parc batterie. Pour mon installation, on a donc en producteur les panneaux solaires et le chargeur MPPT, les chargeurs boosters DC-DC par l'alternateur et le chargeur 230 volts que l'on va mettre du même côté que les consommateurs 230 volts puisque ça sera aussi le convertisseur. En dessous, on vient placer notre parc batterie. Et maintenant, on vient en bas et on vient mettre les consommateurs. Dans mon cas, pour mon installation, j'ai en 12 volts le frigo, le chauffage, l'éclairage intérieur, l'éclairage extérieur. J'ai fait deux circuits différents parce que j'ai 4 grosses barres à LED à l'extérieur et que la consommation n'a rien à voir avec celle de l'intérieur. J'ai aussi la ventilation, le lanterneau au-dessus du lit et l'extracteur de la salle de bain, la pompe à eau, la résistance de chauffage du réservoir d'eau grise, la vanne électrique d'évacuation des eaux grises et enfin les prises 12 volts et USB. En 230 volts, j'ai la plaque à induction de la cuisine, 3 prises électriques et le chauffe-eau. Alors c'est un peu particulier, j'ai un chauffe-eau à échangeur sur le circuit de refroidissement qui me permet de chauffer l'eau dès que je roule. Donc ça c'est bien parce que ça consomme absolument aucune énergie et ça aide un tout petit peu au refroidissement moteur finalement. Mais ce chauffe-eau, il a aussi une résistance en 230 volts qui me permet de chauffer l'eau à l'arrêt, soit quand il y a beaucoup de soleil, soit quand je suis branché sur le réseau. Donc ça reste quand même un complément utile lorsque je ne roule pas. Voilà, donc on a maintenant en haut ce qui va produire l'électricité pour le van, en dessous ce qui va la stocker et en bas ce qui va la consommer. On a déjà une bonne idée de l'installation. Mais maintenant, il va falloir relier tout ça et surtout insérer du petit matériel indispensable. Dans ce petit matériel, on a les coupes-circuits. Il en faut entre chaque producteur et le réseau et entre la batterie et le réseau. Le principe étant de pouvoir isoler totalement le réseau pour pouvoir travailler dessus ou isoler un producteur défectueux par exemple. Il faut aussi des fusibles. Alors là c'est simple, il en faut absolument de partout. Moi je suis un partisan absolu de mettre des fusibles sur quasiment toutes les lignes. Les producteurs, les consommateurs, tout doit avoir un fusible. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un fourgon. Ça vibre, il y a des mouvements, on peut avoir un accident. Enfin, il y a plein de choses qui font que plus on a de fusibles, alors bien sûr on va pas en mettre 3 sur la même ligne, ça n'a aucun sens, mais plus les lignes sont protégées par des fusibles et mieux on se porte dans la durée dans un fourgon. Alors les fusibles ils peuvent être individuels, indépendants, ou bien être dans des boîtiers de distribution directement. Ça va être le cas dans mon gros boîtier général, on va le voir un petit peu plus tard. Ensuite, il va falloir un tableau de commande. Là, il s'agit de pouvoir allumer ou éteindre individuellement chaque groupe de consommateurs. Donc c'est souvent dans ce tableau de commande que l'on va avoir aussi la distribution avec les fusibles. Mais ce n'est pas une obligation, ceci dit. Sur mon installation, j'ai 2 tableaux de commande électroniques qui sont équipés de fusibles et de relais. C'est un peu complexe et je ferai une vidéo dédiée là-dessus dans 2 semaines et j'en reparlerai ici un peu plus tard. Il faut ensuite des interrupteurs. Le tableau de commande gère les groupes de consommateurs, alors que les interrupteurs vont gérer les consommateurs dans un groupe. Typiquement, l'éclairage, le tableau de commande va permettre de couper tout l'éclairage, alors que les interrupteurs vont permettre de couper les sources lumineuses individuellement. C'est quand même plus cool de pouvoir éclairer juste ce dont on a besoin. Les borniers. Alors, on a aussi besoin de borniers. Ils vont servir le plus souvent à connecter ensemble tous les câbles de masse qui ne passent pas dans les tableaux de commande ou dans les autres appareils. Pour ceux qui ont du 230 volts, il va falloir aussi un tableau électrique de 130 volts. Là, c'est comme à la maison. Dans mon cas, j'ai 4 lignes. La plaque à induction, le chauffe-eau, la prise de la cuisine
et les autres prises. J'ai séparé la prise de la cuisine parce qu'elle est à proximité de l'eau, je ne voulais pas qu'elle soit mélangée aux autres prises. Alors dans ce tableau électrique, le disjoncteur général est d'une importance capitale. Ton système n'est pas connecté à la Terre. Donc la seule protection que tu as, c'est ce disjoncteur différentiel et il ne faut absolument pas l'oublier. Dans les autres matériels qu'il faut, une prise P17 pour se brancher sur le réseau. C'est la prise bleue que l'on voit souvent à l'extérieur des fourgons et des camping-cars. Pourquoi pas une simple prise? Parce que celle-là est étanche et qu'elle est faite exprès pour cet usage. On peut aussi éventuellement avoir un système de monitoring de la batterie ou, comme moi, pour chaque producteur et consommateur. Alors là, c'est au choix de chacun. Il n'y a rien d'obligatoire, même si je conseille fortement, au minimum, un monitoring de la batterie avec un shunt. C'est une espèce de bornier que l'on va mettre en sortie de la batterie et qui va compter tout le courant qui sort et rentre. Et il va donc pouvoir donner à tout moment le niveau quasi exact de charge de la batterie. C'est bien plus fiable qu'un système qui se baserait uniquement sur le voltage. En plus, la plupart de ces shunts sont programmables et permettent de couper la batterie en dessous d'un certain niveau de charge ou éventuellement d'activer une alarme. C'est vraiment quelque chose d'important si on veut éviter de flinguer ses batteries trop rapidement. Parce qu'imaginez, vous sortez toute la journée, vous avez un consommateur que vous avez oublié d'arrêter, il consomme. Si vous n'avez rien pour stopper votre système, il va épuiser votre batterie et selon le type de batterie que vous avez, elle est potentiellement morte. Donc c'est quand même pas mal d'avoir une protection de ce genre. Alors dans mon cas, j'ai deux systèmes. J'ai un monitoring Victron, donc qui fait partie de mon ensemble Victron complet, mais j'ai aussi une centrale de gestion Simarine qui gère tous les producteurs, tous les consommateurs, mais aussi les sondes de température, les sondes de réservoir et plein d'autres trucs. Mais là aussi, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique après celle sur le tableau de commande, parce que c'est quand même un système un peu complexe. Et enfin, dans le cas d'une grosse installation comme la mienne, il faudra aussi un distributeur de puissance en sortie de la batterie qui permettra de connecter les gros producteurs et consommateurs avec un système bien dimensionné. Donc voilà en ce qui concerne les composants les plus importants de mon installation. J'ai choisi du matériel de la marque Victron Energy. La raison principale est que cette marque équipait mon bateau dans les Antilles et que j'en étais très satisfait. La seconde raison, c'est que c'est une marque qui a un réseau de revendeurs très dense au niveau international et que c'est important vu que je vais passer beaucoup de temps à l'étranger et qu'en cas de panne, je veux pouvoir faire réparer ou remplacer un matériel défectueux rapidement. Alors pour les panneaux solaires, par contre, là c'est simple, je suis allé au moins cher, comme d'ailleurs pour tout le reste du matériel. Même les deux batteries lithium de 300 Ah chacune, je les ai prises chez AliExpress. Pour être honnête, je n'étais pas très sûr de mon coût et j'ai eu un peu de stress durant 24 heures. Mais finalement, tout s'est très bien passé et je les ai reçues en 7 jours depuis l'Allemagne. Et elles fonctionnent parfaitement. J'ai même testé leur capacité dès que je les ai reçues et elles étaient à un peu plus de 300 Ah chacune. Mais ça, au final, ça reste un choix extrêmement personnel et je ne vous donnerai aucun conseil à ce sujet. À vous de faire la part des choses entre la réputation d'une marque, les prix, votre budget et votre programme. Là, je ne peux pas vous aider. Donc maintenant, on va regarder un petit peu cet équipement dans le détail et les références. Pour les panneaux solaires, ce sont des panneaux JA Solar de 375 watts chacun en 48 volts. Mais ils ne sont plus à la vente, c'est un marché qui évolue très rapidement. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont montés en série. Alors, il y a deux possibilités de montage pour les panneaux solaires. On peut les monter en série, comme ça, ou en parallèle, comme ça. La différence, c'est qu'en série, c'est le voltage du système qui augmente, alors qu'en parallèle, le voltage reste le même, c'est l'intensité qui augmente. Si tu as vu la précédente vidéo ou que tu t'y connais un tout petit peu en électricité, tu sais que P égale UI, et que donc plus la tension en volts est importante pour une puissance donnée, moins l'intensité est importante. Et du coup, moins l'intensité est importante, moins la section des câbles l'est aussi. Donc je préfère avoir un système solaire en 96 volts plutôt qu'en 48. Et en plus, une installation en série permettra de mieux encaisser lorsqu'un panneau va produire un petit peu moins que l'autre à cause du nombre porté par exemple. Au niveau du chargeur solaire, c'est un Victron Smart Solar MPPT 150 volts 60 ampères. Pourquoi 150 volts? Parce que les deux panneaux en 48 volts montés en série, ça fait une tension de 96 volts et que je préférais avoir un petit peu de marge. Au niveau des chargeurs boosters sur l'alternateur, ce sont des Victron Orion 12-12 30 ampères non isolés. 12-12, ça indique qu'on entre du 12 volts et qu'on sort du 12 volts. Il y a des versions qui peuvent convertir la tension si tu as par exemple une installation en 24 volts. Il existe aussi deux références pour ce produit chez Victron, la version isolée et la version non isolée. La première a deux entrées pour la masse, une pour la connexion à la batterie moteur et l'autre pour la connexion à la batterie service. La seconde n'a qu'une seule entrée de masse. Dans la plupart des cas, ton système électrique sera relié à la carrosserie comme pour la batterie moteur. Du coup, la version non isolée sera largement suffisante.
Ensuite, on a le chargeur convertisseur. Alors là, c'est un gros morceau. C'est un Victron Multiplus 2 3120/12. 3000, c'est 3000 watts pour le convertisseur. 120, c'est 120 ampères max pour la charge des batteries. Et 12, c'est 12 volts. C'est un truc vraiment imposant et lourd, plus de 20 kg. Si je n'en avais pas eu un besoin absolu, j'aurais préféré m'en passer et de loin. Mais bon, c'est comme ça. Mais si pour ton installation, c'est pas nécessaire d'avoir un truc aussi gros, alors franchement, prends-en un plus petit. Ensuite, on a le distributeur de puissance en sortie de batterie. C'est un Victron Lynx Distributor. Il existe une version Power-In sans fusible qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi j'ai installé ça plutôt qu'un simple bornier? C'est simple, c'est que j'ai un gros système, donc j'ai beaucoup d'intensité qui passe dedans et qu'il me fallait des connexions solides et robustes. Et que ce système est vraiment fait pour encaisser de grosses intensités avec le moins de risques de problèmes de connexion. Et enfin, toujours chez Victron, j'ai un Smart Shunt 500 ampères qui me permet de monitorer ma batterie. L'avantage d'avoir tous ces systèmes en Victron, c'est qu'ils sont tous connectés à une application sur mon téléphone et qu'ils communiquent tous entre eux via Bluetooth. Donc c'est plutôt cool parce que en fait chaque composant connaît la situation des autres composants et donc peut adapter sa situation en fonction de ça. Et du coup on peut tout monitorer sur l'application. Mais ça suffit pas pour monitorer totalement une installation. Dans mon cas, je voulais pouvoir monitorer tous les consommateurs et tous les producteurs en temps réel. Donc j'avais deux solutions. Soit j'utilisais le système propriétaire de Victron, ce qui paraît logique vu que toute mon installation est en Victron, ou alors utiliser le même système que j'avais sur mon bateau, à savoir une centrale Seamarine Pico. Alors j'ai choisi la deuxième option. C'est pas forcément le meilleur choix, parce que la logique aurait voulu que je sois installé tout en Victron, mais quand même, le système de monitoring Victron complet tel que je le voulais moi pour mon système était quasiment 2 fois plus cher que la centrale Seamarine. Et mon système électrique est déjà très coûteux, très onéreux, et qu'il est arrivé un moment où il a fallu que je fasse un choix. En plus de ça, la centrale Seamarine Pico, je la connais depuis longtemps, je sais comment elle fonctionne, elle marche bien, elle fait le job, elle a aussi sa propre application sur mobile, franchement, elle n'est pas moins bonne que le système de monitoring de Victron. Et en plus, elle a 2-3 petits trucs plutôt sympathiques. Elle a un système de baromètre, et puis il y a aussi un système d'inclinomètre qui me permet de savoir quand je me gare si je suis bien à plat. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Quand on veut caler son véhicule, ça permet de savoir où il faut mettre la cale, de quelle hauteur il faudrait monter. Mais encore une fois, c'est un choix discutable et j'en conviens tout à fait. Et enfin, dernier matériel un peu onéreux qui est installé sur mon système, ce sont les 2 boîtiers de commande qui sont des versions chinoises des boîtiers Auxbeam. Donc ces boîtiers, ils servent à la fois de boîtiers de commande, donc c'est de là que je peux commander tous mes groupes de consommateurs, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ils servent aussi de boîtiers de distribution de puissance. Et toutes les sorties sont équipées de fusibles. C'est-à-dire que dans un seul système, j'ai le boîtier de commande qui me permet de commander chaque truc, et aussi le boîtier de puissance qui me permet de faire sortir la puissance dont j'ai besoin avec une protection par fusible. Donc franchement, vu le prix sur AliExpress, c'est vraiment le système idéal pour un fourgon aménagé. Et j'en ai 2, parce que j'en ai un dans la cabine qui me permet de commander la vanne électrique, mes systèmes de LED extérieur, la mise en route ou l'arrêt de mes boosters DC-DC, et j'en ai un dans la cellule qui me permet de commander tout le reste, c'est-à-dire le frigo, les pompes, machin, mais aussi les LED extérieurs droite, gauche et arrière, avec un système de va-et-vient que j'ai mis en place entre le boîtier de commande de la cabine et celui de la cellule. Bon, c'est un peu compliqué, j'y reviendrai un peu plus tard et j'y reviendrai dans d'autres vidéos parce que c'est une des particularités quand même de mon installation électrique et il va falloir aller un petit peu plus loin là-dedans. Mais on n'a pas le temps dans cette vidéo du tout. Bon, petite parenthèse importante en ce qui concerne ce matériel. Tu trouveras en description de la vidéo la liste pour tous les composants de mon installation et des liens pour les acheter. Ces liens sont des liens sponsorisés et si tu fais un achat à partir de ces liens, je toucherai une petite commission sur la vente, mais ça ne coûtera absolument pas plus cher. Voilà, comme ça il n'y a pas d'embrouille, les choses sont claires, fin de la parenthèse. Donc on revient un petit peu à notre schéma qui commence à avoir fière allure, mais il manque un truc important, le câblage. Et oui, il n'existe pas encore malheureusement de système électrique de puissance sans fil. Peut-être qu'un génie va l'inventer un de ces jours, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On va dans un premier temps sur notre schéma relier tout simplement tous les éléments et numéroter les câbles. Pourquoi les numéroter ? Parce qu'on va prendre un mètre et aller mesurer dans le fourgon la longueur de chacun de ces câbles. Ensuite, on va reprendre notre tableau Excel qui nous a permis de dimensionner notre système dans la vidéo précédente et on va y rajouter 3 colonnes. Une pour l'intensité de chaque élément, P égale 8, donc ça sera facile. Une pour la longueur du câble, donc c'est ce qu'on va mesurer dans le fourgon. Et la dernière pour la section du câble que l'on va déterminer en fonction de l'intensité, de la longueur et à partir des tables dont j'ai mis le lien dans la vidéo précédente.
Par exemple, j'ai besoin de 4,50 m de câble pour relier ma batterie moteur à mes deux chargeurs booster DC-DC. 4,50 m entre les deux, ça veut dire qu'il y a 9 mètres de câble en tout. 4,50 m de câble rouge pour le plus et 4,50 m de câble noir pour la masse, soit le retour. Et l'intensité max qui va passer dans ces câbles est de 60 A. Si on prend maintenant la table, on voit que pour une intensité de 60 A en 12 volts, pour 9 mètres de longueur, on a besoin de 35 mm² de section. Et on va pouvoir faire ça pour tous les composants. Alors attention, on ne va pas non plus gérer chaque câble individuellement au millimètre près. On va grouper les sections de câbles pour éviter d'avoir 36 000 types de câbles différents. Pour ma part, j'ai 5 sections différentes. Du 1,5 mm², 15 AWG, du 2,5 mm², 13 AWG, du 16 mm², 5 AWG, du 35 mm², 2 AWG et du 70 mm², 0,0 AWG. Alors tu vois qu'il y a deux types de sections, une en mm² et une en AWG, qui veut dire American Wire Gauge. C'est un peu comme pour le poids, la distance et le reste. Les anglo-saxons, ils ont leur propre système de mesure. Et lorsque vous achetez sur des sites étrangers, il peut arriver que vous ayez que la version AWG disponible. Donc c'est bien d'avoir la correspondance, et donc je vous mets aussi en lien dans la description de la vidéo les tables de conversion. Pour vous expliquer le groupage de ces câbles, dans mon fourgon, toute la lumière intérieure LED a été câblée en 1,5 mm comme la pompe à eau, les ventilateurs et la vanne de vidange. Le frigo, le chauffage, la résistance de chauffage du réservoir et les prises USB sont câblés en 2,5 mm². Entre le convertisseur et le distributeur de puissance, et entre le distributeur de puissance et les batteries, là c'est du 70 mm² parce qu'il peut passer jusqu'à 300 A. Alors ce sont des câbles qui sont pas longs, mais l'intensité est telle qu'il vaut mieux surdimensionner la section des câbles. Entre la batterie moteur et les boosters, on a vu, c'est du 35 mm². Bon, je vous retrouve dans quelques instants parce que je suis en Turquie, c'est l'heure de l'appel à la prière, et là j'ai la mosquée qui est pas loin, et du coup ça fait beaucoup de bruit, donc on reprend de suite après. Voilà, l'appel à la prière est terminé, on peut reprendre. Et tout le reste, c'est du 16 mm², y compris le câblage des barres de LED extérieures qui vont consommer entre 20 et 40 ampères chacune, et pour des périodes relativement longues parfois, donc je préférais que ça ne chauffe absolument pas. Après, c'est à toi de bien choisir la section des câbles de ton installation en fonction de leur longueur et de l'intensité. Et surtout, alors là c'est une chose super importante, il ne faut prendre que du câble souple. N'utilise jamais du câble rigide comme pour les maisons, parce qu'avec les vibrations du fourgon et de la route, il aura de fortes chances de se couper. Et là, c'est potentiellement de gros problèmes à la clé. Pour les câbles, il faut aussi bien sûr prévoir les câbles du réseau 230 volts. Alors pour ma part, c'est simple, j'ai tout câblé en 3 fois 2,5 mm². Parce que les consommateurs max, c'est 1500 watts, ils sont tous à 2 ou 3 mètres de mon tableau électrique, donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, maintenant sur notre tableau, on a la totalité des câbles par section, il va falloir additionner toutes les longueurs par section de manière à avoir notre besoin en câblage. Alors prévois toujours un peu plus large parce qu'il y a des chutes et toujours des besoins supplémentaires qu'on n'a pas prévus. Et bien entendu, pour chaque section, il faudra un câble rouge pour le positif et un câble noir pour les négatifs. Comme pour le calcul de la section, on a pris l'aller et retour, donc le plus et le moins. Du coup, pour la quantité de câbles qu'il va te falloir, tu vas prendre le total par section sur le tableau et tu vas prendre la moitié en rouge, la moitié en noir, plus bien entendu les marges comme je l'ai déjà dit. Alors pour la connexion des câbles sur les appareils, ça va dépendre des composants sur lesquels ils seront branchés. Dans tous les cas, il va falloir des cosses à sertir de toutes les tailles. Et là, mieux vaut prévoir large. C'est pas ce que ça coûte et tu en auras toujours besoin. Tu vas rater parfois des sertissages, il va falloir plusieurs cosses, donc prévois un stock suffisant. Parfois, il va aussi falloir insérer le câble dans un bornier. Et donc dans ce cas, ça peut être pas mal de prévoir une connexion spéciale à sertir pour que l'ensemble soit plus robuste, notamment lorsque l'intensité est élevée. Du coup, avec des cosses à sertir, il te faudra une pince à sertir si tu n'en as pas. Pour les câbles de grosses sections, par exemple 35 et 70 mm², il te faudra probablement aussi une pince hydraulique. Ensuite, pour protéger ces cosses, pour les courts-circuits, il te faudra aussi de la gaine thermorétractable. Il faut aussi penser à prendre des systèmes pour connecter les câbles entre eux, comme des Wago ou des connecteurs thermorétractables. Tu en auras toujours besoin. Par contre, ne faites pas de connexion avec des sucres. Là aussi, ça n'aime pas trop les vibrations et c'est quand même plus adapté aux câbles rigides qu'aux câbles souples. Et enfin, la dernière chose à prévoir dans tes achats, c'est de la gaine pour faire passer les câbles s'ils doivent être amenés à frotter contre la carrosserie. Je te l'ai dit, cette dernière est toujours reliée à la masse. Donc, si un câble positif s'use avec le temps en frottant, c'est le court-circuit assuré et là aussi, potentiellement de gros emmerdements.
Alors pour Maurice, j'ai pas mis de gaine, tout simplement parce que toute ma carrosserie est recouverte d'Armaflex. Il n'y a donc aucun risque d'usure ou de frottement des câbles sur la carrosserie, et en plus l'Armaflex est un produit ignifugé, donc du coup il n'y avait pas vraiment de raison pour que je installe de la gaine. Donc voilà, on a maintenant d'un côté le plan électrique quasi finalisé, et de l'autre une liste quasi exhaustive du petit matériel. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a enfin fini avec la partie purement théorique de l'installation électrique. C'est une partie pas très agréable, je suis d'accord, mais elle est absolument nécessaire pour se lancer de manière sereine dans une installation. Du coup, dans la prochaine vidéo de la série Aménagement, dans 2 semaines, on passera à la partie pratique, à savoir l'installation et le câblage de tous les éléments dans le fourgon. Et en attendant, tu peux mettre un like et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, tu peux aussi aller voir la vidéo sur le dimensionnement d'une installation électrique si tu l'as raté. Le lien est juste ici. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!